Alors, le titre de ce webinaire, c'est Ragtime. Alors, ça fait le lien un petit peu, évidemment, au niveau jeu de mots avec ce temps béni du début du 19e siècle, de l'ancêtre du jazz, le ragtime, avec Scott Joplin, tout ça. Mais là, le rag, c'est Retrieval Augmented Generation, et on est résolument dans le 21e siècle avec l'IA générative. Alors, l'IA générative, c'est le moteur de croissance des entreprises. Ça ne vous a certainement pas échappé. Voilà, selon les prévisions, l'IA va stimuler le PIB mondial de 7% tout en doublant la productivité au cours de la prochaine décennie. Donc, c'est vraiment une lame de fond. Et on peut dire que l'IA générative fait aujourd'hui des percées véritables dans tout un tas de domaines, la stimulation de la créativité, l'amélioration de l'expérience client, générer du contenu et du code. Peut-être qu'on l'utilise tous déjà dans la tech pour améliorer nos propres connaissances en informatique. Et puis, donc, on a aussi l'extraction des données, l'automatisation, l'analyse prédictive, l'efficacité maximale des procédés, optimiser la prise de décision et personnaliser les produits à grande échelle. En gros, tout est possible aujourd'hui. Alors peut-être qu'on peut lancer un premier petit sondage parmi euh, euh, ce cadran voilà, des possibles de l'IA générative. Finalement, euh, dans quel domaine vous envisagez, vous, d'utiliser l'IA générative? Alors, on peut cocher plusieurs réponses. Voilà. Donc, vous pouvez le soumettre maintenant, soumettre votre réponse ou le faire plus tard. Moi, je vais tout cocher et enchaîner avec le reste des slides. Alors, on a des sondages qui montrent cette lame de fond de l'IA générative. 94% des dirigeants qui reconnaissent que l'IA est cruciale pour leur croissance au cours des 5 prochaines années, selon Deloitte, le State of AI in the Enterprise. Mais à contrario, on est dans la gestion du risque et la prudence. Une hésitation généralisée, toujours dans le document de Deloitte, plus de 50% des dirigeants d'entreprise découragent l'adoption de l'IA générative. Un autre risque, c'est le manque d'explicabilité, donc et ça c'est pour plus de 80% des dirigeants. La non-transparence de l'IA générative, comment est-ce qu'elle a appris, sur quel corpus, voilà, est-ce que ça va entraîner des décisions médiocres ou illégales? Et on a tous en tête cette histoire de l'avocat qui a utilisé l'IA générative pour sa plaidoirie et qui s'est appuyé fortement sur l'IA générative, mais avec ce phénomène d'hallucination. L'IA générative lui a cité quelque chose qui n'existait pas dans la jurisprudence. Enfin, il y a le risque d'inexactitude avec cette imprécision, cette hallucination. L'IA générative répond de façon statistique. Donc, comment la rendre exacte? Voilà. Donc ça, c'est vraiment les risques les plus cités de l'adoption de l'IA générative à tous les niveaux de l'organisation. Et vous pouvez consulter les documents du BCG et de McKinsey sur la question. Alors, résumons ces défis de l'IA générative. Le perroquet apprend très bien des phrases de façon aléatoire pour parler à des personnes. Très souvent, il ne répond pas quelque chose dans notre contexte et c'est un gentil petit oiseau. Bon, la différence avec ChatGPT est que ChatGPT n'est pas un gentil petit oiseau. Mais on retrouve un petit peu ce manque de connaissances métiers, cette impossibilité de vérification des réponses, ces hallucinations, et plus grave, les problèmes d'éthique, de biais. Et on pourrait rajouter bien sûr les problématiques de sécurité et de confidentialité des données. Est-ce que l'IA générative a bien le droit d'accéder aux informations pour lesquelles elle fournit les réponses? Donc, on en arrive à notre question numéro 1. Comment les organisations peuvent utiliser leurs connaissances métiers, leur domaine métier spécifique, pour créer rapidement des applications basées sur l'IA générative qui sont fiables, qui sont contextuelles, qui capturent ce contexte et qui sont explicables. Donc vraiment, vision boîte blanche et non pas boîte noire. Et c'est là que le RAG, le Retrieval Augmented Generation, devient vraiment la norme. Alors le RAG, on peut le voir sur ce petit schéma à droite, il va augmenter les Large Language Models en récupérant des données externes, souvent dans des bases de données,
qui sont actualisés, qui sont contextualisés, qui capturent le domaine de l'entreprise pour guider les réponses. Donc, si jamais je cachais le bas du schéma, on pourrait dire qu'on aurait le schéma classique d'interrogation et de réponse qui est celui qu'on a quand on interroge ChatGPT typiquement ou autre large language model. Donc, un utilisateur pose une question, le LLM qui a appris sur des corpus de documents va répondre en fonction de ce qu'il a appris et il va lui apporter l'information qu'il a. Au lieu de se reposer uniquement sur l'apprentissage du LLM, on va mettre un agent intermédiaire qui va prendre la question, aller chercher dans une base de données qui sont souvent aujourd'hui des bases de données vectorielles, et vectorielles uniquement, d'accord. Et on va chercher l'information qui est la plus proche en termes de texte. Donc on est sur de la similarité textuelle et pas forcément sur de la pertinence. Et la différence est importante. Mais ce mécanisme, déjà en soi, il est bon parce qu'il va se baser sur des données fiables. Voilà, on a database of truth, ça veut dire des faits éprouvés et des connaissances qui ont été consolidées dans l'entreprise. Donc, on va réduire les hallucinations, on va fournir des réponses pertinentes qui collent au domaine métier et permettent la traçabilité des sources qui peuvent être inscrites en métadonnées dans la base de données. Alors, pourquoi le RAG avec les bases de données vectorielles n'est pas à la hauteur c'est pas une critique en ligne des bases de données vectorielles, d'accord? Et c'est simplement que si on n'utilise que les vecteurs, eh bien, cette similarité textuelle, donc en gros, on a un texte en entrée, un texte dans notre base de données, on en fait des vecteurs et on compare les vecteurs. Excusez-moi, on compare les vecteurs. Et donc, les bases de données vectorielles, on va dire qu'elles n'exploitent qu'une fraction des données, puisqu'elles utilisent cette proximité textuelle pour capturer les relations. Donc cette similarité, elle est approchée, elle est statistique, et si on se base uniquement sur cette similarité, elle va être insuffisante. En fait, on va ignorer ce qui est le contexte critique. En quoi la donnée que j'ai trouvée, dont le texte est le plus proche de ma question, dont la réponse est la plus proche de la question, et bien finalement, ça manque de contexte, ça manque de lien avec le reste. Donc, on n'a pas saisi les liens entre des faits nuancés, par exemple, ou on ne peut pas expliquer, on ne peut pas citer les sources. Et quand on compare des vecteurs, on va chercher des textes proches, mais on est incapable d'aller plus loin. Et donc, c'est cette nature boîte noire qui empêche la transparence. Alors, on va essayer de vous expliquer pourquoi le R de RAG, donc Retrieval, quand on va chercher des connaissances, eh bien, il faut les chercher dans un graphe de connaissances. On a fait un concours de jeux de mots et finalement, RAG, Really About Graphs, semble tenir la corde. Alors, il s'agit de faire quoi? D'unifier les capacités de recherche vectorielle qui ont été effectivement fournies par les bases de données vectorielles, mais aussi les capacités de graphe de connaissances, donc connecter les informations, et aussi de data science ou de data science orientée graphe. On va comme ça améliorer la qualité et l'efficacité du Retrieval Augmented Generation, donc de cet agent qui va chercher des connaissances d'entreprise pour les fournir au LLM qui va répondre en langage naturel. Donc, la capacité de recherche vectorielle, elle existe dans Neo4j depuis la version 5.9, donc on va pouvoir trouver des documents et des contenus similaires. La capacité de graphe de connaissances, elle existe nativement puisqu'on peut identifier des entités qui sont associées à des contenus, à des motifs, à des patterns plus ou moins compliqués. Donc on va pouvoir plonger dans la base de graphes de façon profonde et aller chercher des informations tout autour de la donnée qu'on est allé chercher. Et puis enfin, il y a de la data science avec des inférences et des connaissances qui sont issues de l'IA générative améliorée. Donc on peut découvrir de nouvelles relations et entités, notamment avec des algorithmes de graphes qui sont fournis dans Neo4j, donc de similarité, de détection de communauté, de centralité, etc. Donc, petit résumé déjà, et on va plonger dans chacune des trois caractéristiques où Neo4j facilite l'IA générative. Donc, il s'agit donc de prendre la vague de l'IA générative
grâce au contexte et à l'explicabilité approfondie. Donc les trois choses qu'on va poursuivre, c'est la capacité d'augmenter la pertinence des réponses avec le contexte fourni par le graphe et les inférences, fournies également par des déductions, par des parcours, d'accord, dans le graphe. On va pouvoir expliquer et améliorer les applications d'IA générative. Et on va pouvoir accélérer le développement des applications d'IA générative. Alors, augmenter la pertinence avec le contexte et les inférences. Divisons encore cette information. Augmenter la pertinence, ça veut dire améliorer le contexte à l'aide de faits qui sont tirés d'un graphe de connaissances, donc l'acronyme KG, Knowledge Graph, pour tout le monde. Voilà. On va renforcer la personnalisation et la qualité à l'aide du graph pattern matching, donc trouver des patterns compliqués de parcours entre les entités connectées. Et puis élargir les connaissances et les déductions via la graph data science et le machine learning orienté graph. Alors, développons ces trois possibilités. Donc déjà, un knowledge graph avec Neo4j, il augmente cette pertinence et la précision des réponses de l'IA générative, donc en offrant une extraction complète et précise de l'information. Donc en gros, quand j'ai une interface utilisateur avec cette application GenAI, un prompt, je vais aller chercher en fait un résultat dans le graphe qui peut aller accéder à plusieurs couches d'informations. Le graphe est fait pour ça. Aller connecter, par exemple, différents métiers de l'entreprise. La supply chain avec les ressources humaines. D'accord. Donc on n'est pas sur des domaines métiers silotés, mais on est sur des domaines métiers qui vont pouvoir correspondre. Donc une requête qui donne des réponses plus complètes. On peut combiner donc cette recherche vectorielle native. Donc j'ai une question, je vais avoir une réponse qui correspond à un nœud avec une propriété vectorielle. Voilà. Et ça, c'est vraiment de la similarité textuelle. Mais aussi, autour de ce nœud que j'ai trouvé, je vais pouvoir aller chercher dans la base de données tout un contexte autour. Donc on aura des résultats implicites, donc vectoriels, et des résultats explicites. Et la combinaison des deux, c'est ce qu'on appelle la recherche hybride. La recherche à la fois textuelle et puis des recherches basées sur des parcours, sur des index de dates numériques, géographiques, etc. On peut aussi avoir des interrogations préparées dans la base de données, d'accord, comme faisaient les chatbots à l'ancienne. Je te propose que les questions où je peux interroger ma base de données. Voilà. Donc je vais pouvoir convertir les questions des utilisateurs en requêtes Cypher préparées. Des requêtes Cypher qui peuvent aller chercher, par exemple, j'ai un client, donne-moi l'information en temps réel. Est-ce que ce client est lié à une communauté de fraudeurs? Et donc, le graphe va pouvoir apporter ces réponses. Et le résultat issu de la base de données et de template Cypher, de requête Cypher, va pouvoir être restitué en langage naturel. Alors, on peut aussi renforcer la personnalisation des applications IA génératives et la qualité. Donc, les motifs, les patterns de parcours de graphe vont pouvoir classer les résultats de la recherche vectorielle en fonction de la connaissance et du domaine métier. Mettons que je pose une question, j'ai 5 réponses dans ma base de graphes par la recherche vectorielle. Eh bien, je vais faire une recherche supplémentaire pour me dire, par exemple, cette réponse-là, elle est dans tel contexte. Cette réponse-là, elle est dans un autre contexte. Et ce contexte 1 est plus pertinent que le contexte 2, donc je vais prioriser cette réponse. Voilà. On va pouvoir aussi augmenter les résultats, puisque autour du nœud qu'on a trouvé par la recherche vectorielle, on va pouvoir faire un parcours plus ou moins profond dans le graphe avec une requête Cypher pour aller chercher des informations supplémentaires et donc plus personnalisées. On peut enfin élargir les connaissances et les déductions via la graph data science et le machine learning orienté graph. Alors, il s'agit d'incorporer dans le contexte des données la recherche vectorielle et, par exemple, ce qu'on appelle des graph embeddings. On peut donc gérer avec la graph data science ce qu'on appelle des graph embeddings. Ça veut dire que les nœuds du graphe, on va pouvoir capter sous forme de vecteurs, là encore, des informations comme leur position dans le graphe, le nombre de voisins avec qui ils sont connectés, etc. Donc le vecteur
dans la base de graphes représente vraiment la position topologique du nœud dans toutes ces informations connectées. Imaginez toute la connaissance de l'entreprise. Eh bien, il y a une connaissance ici. On peut la symboliser par un vecteur. Voilà. Et ce vecteur, il est très prédictif. Donc, il est prédictif d'un comportement, de choses qui vont se passer. Voilà, parce qu'il capte comment les données sont connectées. Voilà, donc on peut effectivement enrichir avec tout un tas d'algorithmes et aussi par les node embeddings, les graph embeddings, donc des vecteurs qui résument, qui captent le graphe, tout un tas d'informations. On peut aussi capter des informations de centralité comme PageRank ou Article Rank ou des choses comme ça. On peut faire des recherches profondes avec les chemins, de la détection de communautés, notamment pour la détection de fraude. Et puis, ce machine learning orienté graph permet aussi, dans des espaces de travail Neo4j en mémoire, d'entraîner des modèles, de rajouter des caractéristiques qui viennent du graphe et de mieux prédire des comportements. OK. Alors, petite pause. Deuxième chose, la révolution de l'IA générative avec le RAG et le RAG orienté base de graphes, eh bien, c'est expliquer et améliorer les applications d'IA générative. Développons. Il s'agit de pouvoir déjà tracer facilement les sources et d'expliquer notre stratégie de recherche d'informations corporate, d'entreprise. Il s'agit de comprendre et d'expliquer les modèles de grounding, donc sur quoi l'IA est basée, sur quelles données, comment est-ce qu'on s'est appuyé sur notre connaissance pour fournir un résultat en langage naturel. Et puis on va pouvoir perfectionner à grande échelle ces données de grounding. Alors, expliquons ces 3 points. Première chose, tracer facilement les sources. On a un petit peu l'habitude d'enrichir notre base de graphes avec des métadonnées de référence, par exemple des citations. Dans les nœuds et dans les relations, on va pouvoir indiquer les sources. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire de façon systématique. Lorsqu'on va s'outiller avec du Retrieval Augmented Generation, au lieu de faire confiance uniquement au LLM et pâtir des hallucinations et des non-pertinences, finalement, on va avoir la connaissance d'entreprise, mais aussi les sources. Donc, il faut vraiment permettre la mention des sources dans les réponses LLM et en s'intégrant avec des frameworks tels que LangChain et LlamaIndex. Alors, il n'y a pas très longtemps, à une conférence, il me semble que c'est DevCon, si ma mémoire est bonne, ou DockerCon plutôt, DockerCon, on a lancé un framework autour de LangChain, LlamaIndex, Neo4j et Docker. Voilà. Et ça, c'est disponible sous forme d'image Docker et vous pouvez expérimenter le Retrieval Augmented Generation avec les bases de graphes et ces frameworks LangChain et LlamaIndex qui permettent de piloter ces agents intelligents qui vont se mettre in the middle, d'accord, entre le LLM et l'utilisateur pour fournir des informations supplémentaires et toujours les restituer en langage naturel. Alors, on va pouvoir aussi expliquer la logique d'extraction. Là, c'est une copie d'écran d'une application qui s'appelle NeoConverse, qui a été développée par les équipes de Neo4j et qui permet de montrer qu'une question en langage naturel eh bien, va être répondue en générant du code Cypher. Et donc, on est transparent sur ces requêtes Cypher qui sont explicites. On voit qu'en suivant les flèches, eh bien, on part des produits aux catégories, les produits qui ont des revues, etc. Et on va regarder les produits qui ont été le plus revus et avec les bonnes notes, etc. Donc là, comme ça, si je recherche un casque, je vais pouvoir trouver les 5 meilleurs casques en fonction des informations qui sont non pas dans le LLM, donc éventuellement sur Internet, sur des forums, etc., mais vraiment dans ma base de données où j'ai fait j'ai attrapé, j'ai capté des revues de casques Bose et Beats. Voilà. Donc, l'explicabilité par le parcours de graphe, au lieu d'avoir des choses qui sont sous-symboliques, qui sont vectorielles et qu'on ne peut pas expliquer.
Alors, il faut voir aussi que le fait de mettre les données dans une base de graphes est un format convivial. Pensez à votre cerveau. Vous avez des neurones et des synapses, en tout cas j'espère, et ces synapses permettent de relier entre les neurones. Et c'est l'activation de ces différentes aires cérébrales via les synapses, les axones, qui va permettre d'activer et de relier entre elles des zones mémoire, donc d'avoir des idées. Dans le graphe, c'est un peu pareil. Comprendre les données de grounding, d'ancrage, en les représentant et en les stockant dans un graphe de connaissances, bah, c'est convivial, c'est lisible à la fois par la machine. La machine comprend très bien les graphes, puisqu'un graphe, basiquement, c'est sujet vers complément, donc c'est très proche du langage. Voilà. On peut explorer et visualiser les connexions, notamment avec l'outil Bloom, qu'on verra tout à l'heure. Et puis, on peut analyser les modèles, les patterns, avec ces données de grounding à l'aide d'algorithmes. Par exemple, ce que vous voyez à l'écran en bas à droite, c'est un algorithme de détection de communautés qui nous permet de visualiser avec des couleurs différentes les clusters, donc finalement les données qui sont le plus reliées entre elles. Voilà. De même, on voit des nœuds peut-être un peu plus gros, je ne sais pas si on les voit bien, mais on peut noter plus fort la centralité. Donc un nœud plus central va être plus gros et on peut mettre des règles d'affichage dans Bloom pour afficher tout ça. Enfin, il s'agit donc toujours sur cette idée de perfectionner à l'échelle ces données fiables d'entreprise. On peut permettre aux experts métiers d'inspecter le knowledge graph. On peut faire des search phrases ou des scene actions pour, à partir d'un nœud, explorer, aller chercher des informations supplémentaires. Voilà. De même, Neo4j et la base de graphes est utilisée pour identifier des doublons, détecter des valeurs aberrantes, faire ce qu'on appelle du master data management et arriver à des golden records, des données fiables. Voilà. Et on peut révéler aussi des tendances et des biais. On peut aussi prendre finalement l'historique des prompts et des réponses et les mettre dans un graphe. Finalement, voir une conversation comme une séquence de messages qui cite des documents, qui cite des sources, et puis amélioration du prompt, etc. Donc tout un dialogue avec l'utilisateur qu'on peut voir comme une séquence de nœuds et d'événements dans le graphe. Eh bien, on va pouvoir faire du rétro-engineering sur nos interactions avec le LLM et identifier les points d'amélioration, analyser les liens entre les prompts, les réponses, les données, et à l'aide de Cypher et des algorithmes de graphes. Donc comprendre vraiment comment on le voit à l'écran, on a une petite représentation de réponses de LLM avec des notions de similarité. Et donc on est dans différentes zones du graphique en fonction du type d'interaction et de réponse du LLM. Alors, je surveille l'heure, on est pas mal. Et donc, on va parler de la troisième partie avant de passer à la démo. Donc, la troisième partie, pour la base de graphes Neo4j qui facilite l'IA générative, eh bien, elle va permettre d'accélérer le développement des applications d'IA générative. 3 points également. Donc, on va dynamiser nos applications d'IA avec une représentation fiable et dynamique des données, on l'a un peu vu. Donc, c'est le R de Retrieval Augmented Generation. Aller chercher des données fiables. Donc, une donnée fiable, c'est un graphe de connaissances. Mais ça, on peut dire que c'est la partie Neo4j qui est utilisée comme entrée, comme input du LLM. On peut aussi voir Neo4j comme output du LLM, puisqu'il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de constituer un graphe de connaissances avec des données hétérogènes en pilotant les large language models pour créer ce graphe de connaissances. Avant, c'était compliqué avec des frameworks NLP, Stanford, etc., qui pouvaient marcher d'ailleurs plutôt dans la langue anglaise et moins dans les autres. Là, on peut dire que c'est faisable n'importe. Puis là, le troisième argument, c'est le fait de s'intégrer avec l'écosystème GenAI et on verra comment Neo4j est intégré avec cet écosystème. Alors, le fait est, là je me répète un petit peu, mais vous voyez un petit peu le principe, un graphe de connaissances sous le format de ce qu'on appelle le Label Property Graph, le graphe de propriétés labellisé. Ce sont des nœuds, des relations et des propriétés sur les nœuds et les relations. Voilà, par exemple, on a André qui est né le 29 mai, son compte Twitter, etc. Et puis,
André est relié à Mika par une relation knows ou par une relation lives with. Voilà. Et puis, Mika est propriétaire de la voiture que André conduit. Cette voiture aussi a des descriptions. Et puis, cette description, eh bien, on peut rajouter des propriétés telles qu'un embedding qui irait capter la description de cette chère Volvo de Mika et André. Donc ça, ce modèle de graphe de propriété, il est évolutif, il est adaptable, il est convivial et on peut le visualiser. Ce modèle, il permet aussi le stockage vectoriel et il permet les traversées profondes. On peut actionner l'ingestion de données en temps réel dans Neo4j, d'accord? C'est une base de données qui est transactionnelle, full acide, et qui permet une utilisation immédiate dans les applications d'IA générative, puisque on peut ingérer des données temps réel également. Donc on n'est pas dans la limite d'apprentissage d'un LLM qui se serait arrêté à telle date et qui aurait pris des données d'Internet et autres jusqu'au, je ne sais pas, 1er août 2023. Et bien du 1er août à aujourd'hui, le 8 février 2024, eh bien on peut ingérer en temps réel des nouvelles informations dans le graphe de connaissances, notamment en utilisant notre connecteur Kafka. Voilà. Alors, on peut construire rapidement un knowledge graph, un graphe de connaissances pour les cas d'usage IA, en reconnaissant dans les données structurées et non structurées des entités nommées, d'accord? Donc le named entity recognition, les relations qui les connectent, et donc on va pouvoir modéliser sous forme des données structurées et non structurées, sous forme de nœuds et de relations dans un knowledge graph. Tout ce qui est non structuré, on peut aussi l'ingérer en tant que propriété vectorielle de nœuds et les indexer en vue de leur utilisation avec du Retrieval Augmented Generation et l'IA générative. Voilà, donc toute cette donnée non structurée, on va pouvoir en faire un graphe de connaissances et ensuite le mettre à disposition des frameworks d'IA générative. Donc tous les modèles qui existent aujourd'hui, qu'ils soient privés ou publics, qu'ils soient disponibles via des API publiques et payantes, ou alors open source et utilisables dans votre data center, on va pouvoir le connecter à Neo4j via des frameworks comme LangChain et LlamaIndex. Passons à cet écosystème. Alors, il s'agit donc d'intégrer Neo4j avec les principaux frameworks, LangChain et LlamaIndex. On a parlé déjà de cette pile technologique Docker, LangChain, LlamaIndex, Neo4j. Évidemment, cette stack GenAI, cette pile GenAI, elle est bien plus large que ça. Donc, on peut dire que on va souvent trouver des applications qui utilisent le langage naturel, des chatbots avec Streamlit, Grad.io, etc. On va utiliser les drivers Neo4j, Python, JavaScript ou autres. Pour l'orchestration, ça va être du LangChain et du LlamaIndex. Et puis, l'orchestration va se faire avec des LLM et on est complètement agnostique. C'est-à-dire que Neo4j peut se connecter à OpenAI, AWS Bedrock, GCP, Vertex, Anthropic, Hugging Face, récemment Mistral, et d'autres modèles fondationnels propriétaires open source. On peut mentionner aussi que les procédures APOC, pour ceux et celles qui connaissent, donc des fonctions et des procédures qui sont disponibles directement dans Neo4j, eh bien, il y a des APOC ML, une extension ML, qui permet de faire du chat, des embeddings, voilà, de faire de la requête en langage naturel et même de la génération d'images avec les API disponibles sur les 3 cloud leaders, AWS, GCP et Azure. Donc tester ça, c'est déjà disponible et on peut déjà faire énormément de choses. Et je mentionne quelque chose qui n'est pas dans le slide également, c'est que l'interface Neodage qui permet de faire des tableaux de bord sur Neo4j dispose aussi maintenant de capacités d'IA générative, notamment quelque chose qui est très pratique pour apprendre Cypher. Je pose une question en langage naturel et elle est convertie automatiquement en requête Cypher. Voilà, donc on va pouvoir se focaliser sur l'application d'IA générative et pas sur l'infrastructure en utilisant la solution Neo4j as a service qui s'appelle Aura. Donc on est vraiment dans du zéro ops, des mises à jour automatiques, des sauvegardes automatiques et la possibilité d'étendre
à la demande vos machines virtuelles et une sécurité niveau entreprise avec le SSO, avec la plupart des providers d'identité. Voilà. Donc, vous pouvez choisir comment est-ce que vous allez déployer votre graphe de connaissances sur Aura, avec dans votre propre cloud géré par des professionnels de Neo, donc le service CMS, ou alors avec du Bring Your Own License, donc installer Neo4j dans vos data centers et avec un contrôle total de votre environnement. Tout est possible là-dessus. Alors, je cite avant de passer à la démo, j'accélère un petit peu, je cite quelques avancées sous forme de cas d'usage dans le monde réel, voilà, de différents types, et je vais en développer deux, mais on peut tirer parti de l'IA pour un contenu personnalisé à grande échelle. On peut intégrer l'IA avec les graphes de connaissances pour une gestion maîtrisée de la chaîne d'approvisionnement. On travaille notamment avec OrbitMI, qui est un gros voilà, transporteur de conteneurs dans le monde entier et qui optimise les déplacements grâce à l'intelligence artificielle et les graphes. On peut fusionner des données structurées et non structurées pour une meilleure efficacité opérationnelle. On peut penser à des constructeurs automobiles, sans les citer. Et puis convertir des vastes quantités de données non structurées en connaissances applicables. Donc on a un énorme cas d'usage avec un acteur du pétrole sur la constitution d'un graphe de connaissances et qui permet énormément de nouveaux cas d'usage. Et c'est l'IA générative et Neo4j qui ont permis de constituer ce graphe de connaissances. Alors, un petit zoom. Premièrement, un géant pharmaceutique qui démocratise l'accès à l'analyse des risques de sa chaîne d'approvisionnement. L'idée ici, c'est que ce graphe de connaissance de l'analyse des risques, il était accessible au happy few, à 300 experts qui connaissaient l'analyse des graphes. Eh bien, ils ont rendu ces informations accessibles à des milliers d'employés. Voilà. Et donc, la solution, ça a été de mettre en place de l'IA conversationnelle, un chatbot, pour permettre un accès en langage naturel au graphe de connaissances. Voilà. Donc, tout employé peut poser une question en anglais simple et obtenir des données pertinentes sur l'évaluation du risque. Et c'est des réponses en langage naturel. Voilà. Concrètement, c'est un peu toujours le même schéma. Hein. J'ai un prompt avec une description des produits que je désire et donc où je veux analyser mes risques de supply chain. J'ai ma requête Cypher qui va aller chercher des informations dans le graphe de connaissances et des résultats pertinents via l'API de LLM. Autre exemple, une banque d'investissement qui va synthétiser les rapports trimestriels sur les bénéfices de toutes ces sociétés dans les portefeuilles managés par ses salariés. Donc, les banquiers d'affaires, ils ont besoin de comprendre le détail des rapports trimestriels de toutes les entreprises du portefeuille. Et ces données, elles sont hétérogènes, stockées dans des formats multiples. Voilà. Donc là, la solution, elle a constitué à utiliser des vecteurs, des embeddings, pour rechercher les informations les plus pertinentes et d'aller plus loin, d'aller chercher dans le contexte de Knowledge Graph Neo4j des correspondances exactes pour les bilans financiers. Voilà, l'impact, c'est l'examen accéléré de ces rapports trimestriels sur toutes les entreprises. Même principe, cette fois en mode chat. Donc là, j'ai un prompt, j'ai ma recherche vectorielle, donc un vector search en utilisant l'index vectoriel de Neo. Je vais obtenir des résultats pertinents et je vais les enrichir en cherchant dans le knowledge graph, donc en allant plus loin, les rapports financiers avec leurs bonnes références. Et je fais ma réponse en mode langage naturel. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire en termes de slides. Il y a 1700 organisations dans le monde qui utilisent Neo4j et on a été reconnu en 2022 comme niche player dans le Gartner Magic Quadrant. Et en 2023, on est passé dans la partie visionnaire. Donc c'est un bon signe qu'il faut utiliser les bases de graphes. Et je crois que je vais m'arrêter là sur cette synthèse, passer à la démo et peut-être répondre à quelques questions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut augmenter la pertinence des large language models de l'IA générative avec le contexte connecté et les inférences. On peut expliquer et améliorer les applications d'IA générative et on peut accélérer le développement des applications d'IA générative avec le graphe. Il est temps pour la démo. L'idée de la démo, c'est d'aller en 3 temps, d'accord. On va avoir un petit chatbot très simple
qui va poser des questions sur des accidents de la route. Et la première réponse va être un petit peu naïve, c'est l'IA générative qu'on connaît, qui peut répondre sur tous les sujets, mais pas forcément de façon pertinente. La deuxième réponse va aller chercher dans un graphe de connaissances des informations, mais en utilisant uniquement la recherche vectorielle. La troisième réponse va être encore plus pertinente et complète, puisqu'elle va aller chercher avec la recherche vectorielle dans le graphe de connaissances, mais tout autour des nœuds, autour des événements d'accident, eh bien, on va aller chercher des informations supplémentaires. Quels sont les impacts voilà, les victimes, est-ce qu'elles sont blessées, est-ce qu'elles sont décédées, est-ce qu'il y a des facteurs explicatifs comme j'ai roulé à contresens, j'ai pris de l'alcool ou des stupéfiants, voilà, etc., etc. Quel est le type d'accident aussi, accident de la route, voilà. Donc, on va pouvoir parcourir un graphe avec des articles, des événements, des facteurs explicatifs, tout ça. Et on va pouvoir aussi se poser la question, est-ce que des événements sont connectés entre eux, par exemple, avec le même facteur explicatif qui pourrait être l'alcool ou la prise de stupéfiants. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que je ne le partage pas, là. On voit la fenêtre Bloom. Ouais. Ok, très bien. Alors, je vais changer d'écran et je vais faire l'observatoire des accidents. Voilà. Là, vous devriez voir ce petit chatbot, d'accord. Bon. Donc ici, dans ma question, je recherche un article qui implique une Audi Q3 dans un accident à Carly. Alors, l'IA générative fait l'erreur suivante. Carly, c'est une ville pas très connue en France. Le LLM n'a pas accès à ma base de données, et donc il invente. Et il va chercher non pas Carly, mais Carlisle, qui est aux États-Unis, en Illinois. Voilà, donc cet article est sans doute véridique, mais ça m'intéresse absolument pas parce que moi je m'intéresse aux accidents de voiture en France. La deuxième réponse, cette fois par recherche vectorielle, je suis allé chercher un article qui correspond à la recherche. J'ai le titre, la description, et voilà, je vois un peu plus. Je vois la description le 24 juillet aux alentours de 22h40, et on va voir que dans la base de graphes, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et la troisième réponse, c'est le RAG augmenté. Je vais aller chercher un contexte autour. Alors, cette fois, j'ai le titre de l'article, la description, et plus important, je suis allé chercher dans la base de graphes le facteur explicatif, l'alcool, l'impact, des blessures graves, le type d'événement, un accident de voiture. Donc là, on est encore plus loin. On peut aller beaucoup plus loin, d'accord. On peut aller chercher dans la base de graphes des informations supplémentaires comme donne-moi d'autres événements où le facteur explicatif et l'impact, c'est le même. Alors, si je change encore un petit peu mon écran et que cette fois, je vais voir dans ma base de graphes, je vais y arriver, hop, voilà, dans mon workspace ici. Alors, vous devez voir ici. Nico, ça change. Ouais, c'est bon? On voit mon écran? Ok. Ouais. Si. Donc, on voit des nœuds articles, des nœuds événements. Et puis, ces événements, eh bien, il y a des types d'événements, des facteurs explicatifs, des impacts, des facteurs explicatifs. Et ici, on retrouve les mêmes facteurs. Donc, on ne les a pas réconciliés dans un seul nœud, on aurait pu le faire. Mais en gros, voilà, l'alcool est un point commun dans ces événements qui ont été décrits dans des articles couverts dans la presse. Et donc, on peut retrouver comme ça ce modèle de données avec tout un tas une sorte d'ontologie de l'événement qui nous a servi aussi à constituer le graphe de connaissances. Donc là, on utilise le RAG pour aller chercher des informations dans la base de graphes et des informations contextuelles et pertinentes. On répond de façon fiable aux questions de l'utilisateur, mais on peut aussi l'utiliser dans l'autre sens. Et là encore, je change de fenêtre et je vais revenir à mon observatoire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que je peux créer des nouveaux observatoires. Et donc, je pourrais dire, par exemple, maintenant, je m'intéresse aux accidents
avec collision frontale ou contresens, on pourrait dire, contresens. Et puis la prise de stupéfiants. Donc ce qui va se passer, c'est que cette fois, je vais aller chercher des news Google Search et je vais aller enrichir des articles. Donc dans ma base de graphes, je vais avoir des nouvelles informations qui vont apparaître. Et si finalement je partage tout mon écran, voilà tout l'écran, et que je regarde à nouveau dans ma base de graphes, je vais pouvoir rafraîchir et voir que voilà, vous avez vu mon nombre de nœuds a incrémenté, etc. Donc j'ai des nouveaux événements qui ont été inscrits dans le graphe. On peut voir ici que ces nœuds-là, ces nœuds articles, les nouveaux nœuds articles n'ont pas forcément encore d'embedding. Certains en ont, d'accord, et d'autres n'en ont pas. Et donc je vais au fur et à mesure, donc je constitue un observatoire d'événements et je vois, voilà, j'ai mis un peu de traces pour qu'on voit ce qui se passe. Donc je crée des requêtes Cypher avec des templates. J'ai fourni une ontologie de l'accident et avec ces données complètement non structurées, bien, je crée au fur et à mesure un graphe de connaissances. Alors j'ai commencé par l'interrogation tout à l'heure, voilà, interroger en langage naturel avec des termes de recherche et avoir ces trois stratégies. Alors évidemment, on va plutôt utiliser la troisième, qui est la plus complète, mais c'est pour comparer et se rendre compte que la pertinence vient du contexte connecté. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour passer la main un petit peu à Pierre. Donc, moi, je vais vous montrer une législation, la régulation RGPD, qui doit vous être familière. Je vais faire un truc qui est quelque chose qui est vraiment déconseillé dans toute démo. Je vais scroller sur un texte légal kilométrique, comme ça, pour vous montrer que c'est grand et qu'on n'a pas envie de le lire. Voilà, je pense que je vous ai assez torturé. Je vais transformer ça en graphe de connaissances pour pouvoir utiliser une stratégie RAG, pour pouvoir utiliser un LLM sur ce graphe de connaissances pour extraire de l'information et aussi pour enrichir le graphe. Comment je fais ça? C'est assez simple. Je vais en Python parser ce document, c'est du texte, hein, donc voilà, c'est de la bricole pour un data engineer. On parse le document et quelques fonctions Python, et en bas, je mets ça dans Neo4j. Ici, j'ai utilisé le connecteur GDS Python qui me permet d'envoyer toutes mes données dans Neo4j. Je suis donc maintenant dans le graphe et je peux utiliser le langage Cypher pour manipuler mon graphe. Donc j'ai ingéré mes nœuds qui sont des chunks. J'appelle ça des chunks, c'est des morceaux de texte. J'ai découpé le texte en petits morceaux, je l'ai structuré et j'ai repéré où c'était dans le texte. Donc il y a des adresses, on va dire que un nœud, ça va être un chapitre dans lequel il y a une partie, un article, un paragraphe, un point, etc. Je vais créer à partir de ça alors des liens dans mon graphe. Par exemple ici, je vais rattacher les articles et les chapitres en disant que un chapitre peut contenir un article. De cette façon, je vais créer tout mon graphe qui va être un arbre. En haut de mon arbre, j'aurai toute la régulation RGPD. Et en bas de mon graphe, comme feuille de l'arbre, j'aurai par exemple un article ou un point. Une fois que j'ai ça, vu que dans mes nœuds, alors je vais vous montrer un nœud ou deux, par exemple un point ici, voilà, ça va être un nœud qui va contenir le chapitre, etc. et du texte. Donc là, il y a un petit peu de spoiler, j'ai déjà travaillé dessus, mais j'ai le texte du morceau de régulation. Je vais pouvoir faire un embedding sur ce texte. Alors, Nicolas vous a expliqué ce qu'était un embedding. Je vais transformer le texte en vecteur. Alors, comment on fait ça? Ici, j'ai un peu de code Cypher.
je récupère le texte, j'applique un modèle d'embedding de OpenAI. Alors, le modèle que j'ai choisi, je l'ai paramétré ici, c'est Text Embedding 3 Small. J'aurais pu prendre large, j'aurais pu prendre ADA. On a pas mal de possibilités. En tout cas, je parcours tous les nœuds de mon graphe et je crée cet embedding. Et ça me permet déjà de trouver, avec une approche cas plus proche voisin, un contexte. Par exemple, si je veux savoir ce qui s'applique aux enfants dans la RGPD, je vais pouvoir faire un embedding de ma question, donc je la transforme en vecteur, et je vais regarder parmi mes nœuds quels sont les 10 nœuds les plus proches de l'embedding de ma question que je viens de créer. Et donc, si j'applique cette règle, je vois ici que j'ai des nœuds qui correspondent à cette recherche. Voilà, je peux trouver où ils sont situés dans le graphe. Ça va être le point C de l'article 9 ici, qui va traiter de ce sujet. Donc là, c'est une première approche très simple qui serait accessible avec une base vectorielle. On a un embedding du texte et on le requête avec un KNN. Mais on peut faire mieux. Par exemple, il s'avère que dans la RGPD, parfois, alors je vais vous montrer, si je mets 22 ici, par exemple ici, j'ai l'article 23 qui fait référence aux articles de 12 à 22 et à l'article 34. Alors, si on a l'habitude de jouer avec des graphes de connaissances ou avec des graphes en général, on se dit mais ça c'est une relation. Il y a une relation entre l'article 23 paragraphe 1 et les articles 12, 13, 14 jusqu'à 22 et l'article 34. Comment je vais faire pour pouvoir transformer ça en relation dans mon graphe? Eh ben, j'ai envie d'utiliser un LLM parce que moi j'arrive à le voir, j'ai lu le texte en langage naturel, je sais ce que ça veut dire, mais c'est pas évident de faire ça avec une expression régulière ou une recherche. Donc, j'ai besoin d'un LLM pour faire ça. Donc, j'ai créé une requête ici qui va calculer ces références. Alors là, on est en plein dans la requête ChatGPT avec un template donc une approche où je vais lui montrer des exemples de ce que j'aimerais qu'il puisse produire avec un prompt. Donc, je lui dis, voilà, j'ai parsé la GDPR comme un arbre, je vais te montrer des chunks et ta mission, c'est de produire des JSON qui correspondent à mes références. Voilà, et je donne quelques exemples. Voici, par exemple, pour cet exemple-là, donc je donne l'adresse du chunk et le texte. J'aimerais que tu produises cette référence. Un autre exemple, pour ce chunk-là, j'aimerais qu'il produise ces références, etc. Pour un autre, voilà, là, il n'y a pas de référence, j'aimerais qu'il produise une liste vide. Et donc, j'applique ça et je peux ensuite, une fois que j'ai créé mes références, ben, je vais les persister dans le graphe comme une relation qui va être refers to, fait référence à. Et je peux checker que ça fonctionne de cette manière. Je vais avoir des relations de ce type-là. Donc là, c'était l'article que je vous ai présenté préalablement. Donc un article, si je mets... Alors, je vais dézoomer parce que j'ai zoomé beaucoup pour que ça se voit. Donc, article... Une seconde, j'ai un petit problème de zoom, moi ça arrive. Bon, j'arrive pas à dézoomer, j'ai un petit problème de raccourci clavier qui marche pas. En tout cas, là, je vais avoir tous mes articles de, par exemple ici 19, donc c'est tous ceux que j'avais cités, qui vont être cités par mon article de départ. Une fois que j'ai ça, ça devient accessible dans le graphe. Je peux aller explorer, par exemple, je veux voir mes références. Je vais dire, je veux un chunk qui fait référence à tel chunk. C'est pleinement disponible dans mon graphe. Voilà, ça c'est mon graphe des références. Il m'a l'air intéressant. Je peux faire là-dessus si je veux de la graph data science. Je vais utiliser un algorithme, par exemple Louvain, pour détecter des communautés de citations dans mon graphe. Et je vais appliquer l'algorithme. Voilà, rule-based styling, unique color.
Voilà. Là, je peux voir des communautés. Voilà, ces articles-là ou ces chunks-là, ces morceaux de la GDPR se citent beaucoup entre eux. J'ai une quasi-clique ici, ça a l'air intéressant. Il doit y avoir un sujet commun qui est traité par ce pool de paragraphes. Donc, une fois que j'ai ça, je peux aussi je peux utiliser mon graphe de connaissances aussi pour faire du RAG. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors déjà, je vais vous montrer ce fameux graphe de connaissances. On a envie de l'observer un petit peu en profondeur. Alors, ça charge un petit peu. C'est pour vous montrer une vision 3D. L'avantage de la vision 3D dans un graphe qui est un petit peu touffu, c'est qu'elle est souvent plus lisible qu'une vision en 2D. Donc voilà, ici, vous voyez le graphe dont je vous ai parlé. Alors, je vais zoomer un petit peu. Je ne vais pas trop vite parce que voilà, j'ai pas un PC de gamer, j'ai un ordinateur de bureau qui n'est pas forcément idéal pour faire de la 3D, mais avec une bonne carte graphique, ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc vous voyez ici mon graphe. Là, on ne voit pas ton Néodash. Vous voyez pas mon Néodash, ok. Vous voyez pas mon Néodash, c'est étonnant. Il faut que tu partages ta fenêtre. Ça marche. Merci. Est-ce que c'est mieux? Oui. Donc vous avez loupé l'effet suspense, voir apparaître le graphe. Mais voici en 3 dimensions mon graphe de connaissances avec les relations de l'arbre ainsi que les relations de référence. Donc c'est pas mal des fois de voir pour analyser la structure d'un document, le voir sous la forme d'un graphe, c'est quelque chose qui peut rajouter une information non négligeable. Voilà, c'est pas la principale chose que je vais vous montrer, mais on a créé un graphe, on a utilisé un LLM déjà pour créer les liens en rouge ici, qui sont les liens de citation, et on peut le visualiser. J'ai rajouté dans mon Néodash quelques paramètres. Alors, ma clé d'API, le modèle que j'utilise pour faire de l'embedding, le modèle que j'utilise pour la complétion, et je vais pouvoir aller faire un petit peu de RAG. Alors, ici, voilà. Donc ici, par exemple, je vais poser une question à mon LLM. Je vais lui demander, c'est quoi la GPDR? À quoi ça sert? Il va, via une approche hybride, graphe et vecteur, me générer le contexte dont il aurait besoin pour répondre à cette question. Voici le contexte sous forme de graphe. Je vais transformer ce graphe en texte pour le présenter à un LLM de complétion. Et le LLM de complétion, à la lumière de cette information, et sans utiliser l'information de sa propre connaissance, il va répondre à la question. Voilà ce que c'est pour lui la GPDR, la RGPD. On peut poser des questions un peu plus complexes que celle-là. Par exemple, si j'ai un data leak, si j'ai une fuite de données, comment je dois réagir? Je lance mon LLM, voilà, il me trouve un contexte. Il réfléchit un peu, c'est une question difficile. Je lui transmets quand même beaucoup de données. Voilà, bon, c'est un LLM, hein, c'est pas. J'utilise là la version OpenAI. Je suis pas dans. Je suis vraiment dans OpenAI, donc voilà, ça peut être un peu lent parfois. Donc voilà, là il me dit ce que je dois faire en cas de data breach. Et à chaque fois, c'est argumenté, sourcé. Il me dit article 33, paragraphe 1. Le contrôleur est obligé de notifier, etc., telle personne. Je vois ici dans mon graphe que j'ai bien la citation qui est dans le paragraphe 1. Le paragraphe 1, il cite l'article 55. Dans le graphe, j'ai bien récupéré à la fois le paragraphe 1 et la citation. J'ai une liste de choses à faire, donc je peux vous montrer à quoi ressemble par exemple ce qui vient d'être cité. Ah oui, il faudrait que je change de fenêtre, je ne vais pas le faire maintenant. Donc voilà, je vais poser une autre question, ça va être sympa. Qu'est-ce que je pourrais faire de pas bien? Lui demander si c'est compliant. Je vais dire, quand j'ai un client qui détruit son compte, j'envoie ces données à un broker de données. Est-ce que je suis compliant avec la RGPD? Est-ce que je suis dans les clous?
il me construit le graphe. Alors l'avantage d'avoir le graphe, c'est l'explicabilité, hein. D'une part, la réponse que me produit le LLM, elle est sourcée, et en plus, je peux voyager dedans parce qu'elle apparaît comme un graphe. Donc il me dit, c'est pas forcément compliant parce que y a des conditions pour pouvoir le faire. Alors une des conditions, par exemple, c'est que le client il doit être au courant. Donc je vais modifier ma question et je vais dire que je le fais sans prévenir. On va voir ce qu'il me dit. Là, you would not be compliant. Là, il me dit clairement que je ne suis pas dans les clous et il m'explique pourquoi. Donc, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai le temps de faire une petite dernière. Là, mon client n'a pas payé ses factures. Pour le punir, je vais détruire ses données. Est-ce que ça, j'ai le droit? Bon, c'est un peu pervers comme question. Il y a eu un petit bug de mise en forme. Alors, c'est le LLM qui s'occupe de la mise en forme sur 80 caractères ici. C'est un petit démo.